Je m'appelle Ingrid, j'ai 36 ans. J'habite à Nivelles, en Belgique. Je suis ce que l'on appelle un enfant pansement. Je suis née 10 mois après le décès de ma sœur Aurore. Malgré une enfance où j'ai eu du mal à trouver ma place, salut mon chouchou. J'ai réussi à construire ma propre famille. Coucou. On va aller à la maison? J'ai 2 enfants merveilleux, Mathéo et Nathan. T'as eu une bonne note, Loulou? Oui. Et alors, raconte-moi, c'était sur quoi? Sur le néerlandais. Néerlandais? Et c'est quoi une bonne note? Tout des 10 sur 10. Waouh, super ça. Je suis très proche d'eux. C'est important pour moi de leur consacrer du temps. T'as des cartes. Ouais. Et t'as 4 couleurs. Ok. Ce qui m'a profondément manqué, enfant, c'est de l'écoute, de la sécurité et de l'attention sur ma personne. Et donc, je veille vraiment, dans ma vie de maman, à apporter ça à mes enfants. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Avec mes enfants, j'ai trouvé un équilibre. Avec ma mère, on s'est éloigné pendant quelques années. Aujourd'hui, on essaye doucement de se rapprocher. Bonjour, comment tu vas? Bienvenue. C'est la première fois qu'elle vient chez moi dans ma nouvelle maison. Et voilà, mon petit chez moi. Oh ouais. Voilà. Donc on est ici depuis 2 ans. C'est super. Voilà. Ma mère n'était jamais venue chez moi auparavant parce que je ne me sentais pas prête dans mon cheminement personnel. J'avais besoin de construire ma propre sécurité intérieure. J'ai ce besoin de regarder les photos d'Aurore de temps en temps. Quand je regarde ces photos, pour moi, ça représente une grosse partie de mon enfance et de ma vie aussi. Ah, écoute, enfin, ça te bouleverse ce point. Écoute, franchement, moi, je découvre. Je comprends le sentiment qu'elle a ressenti vis-à-vis de sa sœur, mais je suis étonnée, puisque je n'imaginais pas que ça avait été pour elle un trouble et une souffrance. J'ai eu besoin de redonner la vie très vite après, pour que la vie gagne. Que la vie gagne. Pendant des années, je venais souvent seule sur la tombe de ma sœur. C'est la première fois aujourd'hui que j'y vais avec ma mère. C'est très important pour moi. Ah, des frissons dans le dos. Je sens un soulagement qu'on puisse vivre ce moment maintenant ensemble. Merci, maman. C'est important ce qu'on vit maintenant. C'est important. Pour moi, je sens vraiment que je me suis dégagée d'un poids énorme. Oui, et c'est bon de partager, hein, d'être ensemble. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like... Ingrid, en larmes pendant ce reportage. Beaucoup d'émotions. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, ces retrouvailles, ce soulagement? Oui, c'est dû au vraiment dialogue un soulagement parce que j'ai vraiment eu ça pendant très longtemps. Donc j'ai cheminé toute seule et là, en fait, de faire ce reportage avec ma mère, ça a quelque part pour moi fermé une boucle et rentrer pleinement dans ma vie à moi. Pourquoi c'était important pour vous de participer à notre émission aujourd'hui? C'était important pour moi de venir ici pour prendre ma place, pour pouvoir dire ma vérité, dire ce que j'ai ressenti. Et voilà, j'ai beaucoup culpabilisé de ressentir ça, voilà, d'avoir l'impression de prendre la place de quelqu'un. Et donc, voilà, pour moi, c'est important maintenant de prendre la mienne, celle d'Ingrid, pas celle d'Aurore. Voilà. Donc cette présence ici, aujourd'hui, c'est une manière d'enfin occuper pleinement votre place, De me dire, pleinement l'espace. voilà, de me montrer, de me dire
de prendre ma place. Alors, pour mieux comprendre comment vous en êtes arrivé à cette situation de blocage avec votre mère, nous allons revenir sur votre passé. Mais avant, je voulais bien sûr vous saluer. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour évoquer ce thème des enfants pansements. Et puis, Ingrid, je voulais vous présenter des parents qui sont avec nous cet après-midi, Marion et Camille, qui sont là. Bonjour à tous les deux. Vous allez pouvoir partager votre expérience avec Ingrid, car vous-même, vous avez perdu un enfant à 1 mois et vous avez immédiatement voulu refaire un bébé pour tourner la page. Depuis ce deuil, vous êtes donc devenus les parents de 2 autres enfants. Comment vous agissez au quotidien pour que vos enfants ne ressentent pas ce poids, le poids notamment qu'a vécu Ingrid? Comment vous réagissez déjà au reportage que nous venons de voir? Ça fait beaucoup écho avec notre histoire parce que nous, au quotidien, on vit la même chose. Et c'est vrai que notre fille, elle a 18 mois, donc c'est petit. Le dernier, il a 4 mois. Mais on a peur, justement, c'est pas facile. C'est pas facile. On a peur que notre fille, plus tard, elle soit dans cette situation. Mais depuis qu'elle est née, on lui parle de son frère. Tout le temps, en fait, dès la naissance. Pour nous, la fratrie, elle a pris sa place tout de suite. On ne dit pas qu'on fait bien, qu'on a la méthode, il n'y a pas de mode d'emploi, mais on fait comme on peut. Vous vous êtes mis d'accord tous les deux sur le mode d'emploi, comme vous dites? On en a quand même un peu discuté au début. Déjà, les 9 mois de la grossesse, ça a été 9 mois de discussion, parce qu'on se posait beaucoup de questions, on avait beaucoup d'appréhension. Et c'est vrai que cette discussion qu'on a eue, on est tombé d'accord sur le fait que même s'il était hors de question pour nous de mettre de côté notre fils, qui était décédé, et il était hors de question de l'oublier, on ne pouvait pas se permettre de le mettre lui sur un piédestal et de mettre de côté les enfants qui arrivaient et qui étaient justement présents. C'est dur de doser. Alors, Amandine, nous avons reçu votre mail à la rédaction, un mail qui nous a beaucoup touchés. Vous nous disiez que pour faire le deuil d'un enfant que vous avez perdu à 3 mois de grossesse, vous avez tenu à en avoir un autre rapidement, car même s'il s'agissait d'une fausse couche, vous avez vécu cette fausse couche comme une véritable perte. Et donc comme un deuil. Combien de temps après êtes-vous retombée enceinte? 6 semaines. C'est très rapide. C'est très rapide. C'était un souhait de retomber enceinte aussi rapidement? C'était devenu plus un besoin vital qu'une envie. C'était justement rattraper la vie, que la vie gagne. Pour chaque grossesse, entre guillemets, réussie, j'ai dû perdre un enfant. C'est ma 4e grossesse à l'heure actuelle. Donc à chaque fois, j'ai eu ma première fausse couche. Je suis tombée enceinte de mon fils. J'ai refait une fausse couche et là, j'attends mon second enfant. À chaque fois, ça passe par un cheminement de deuil. Et comment vous le vivez, ça? Très mal, très mal. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de notre émission, Amandine? De trouver du réconfort, de trouver des réponses, de trouver peut-être l'apaisement dans cette nouvelle maternité, de trouver vraiment de vraies réponses et de partager nos vécus. Et je pense que là, on est vraiment très synchro dans nos vécus. Et, ça va beaucoup aider, je pense. Alors, pour vous aider, cet après-midi, 2 experts sont ici avec nous et qui vont vous donner vos conseils tout au long de notre émission. Yvonne Poncé-Benissol, notre psychologue. Bonjour Yvonne. Et Frédéric Kochman, pédopsychiatre. Bonjour à tous les deux. On va donc revenir à l'histoire d'Ingrid, qui a retrouvé son joli sourire. Ingrid, vous êtes donc née 10 mois seulement après le décès de votre sœur, Aurore. De quoi est-elle décédée, Aurore? Donc mes parents étaient partis faire une balade familiale en calèche. Et Aurore, étant installée à l'avant, a voulu passer à l'arrière de la calèche et elle est tombée. Et elle s'est fait écraser par les roues de la calèche. Ouais. Donc l'horreur absolue, le drame absolu, des parents, j'imagine, dévastés. Et très vite, vous avez été conçue après ce drame. C'était voulu de la part de vos parents? Oui, donc pour eux, c'était vraiment donner la vie. Donc voilà ce que ma mère m'a expliqué. Quand? Donc elle me l'a expliqué depuis très peu de temps, donc à mes 35 ans seulement. Qu'en fait, pour elle, c'était tellement horrible. La famille avait assisté à ça. C'était tellement horrible qu'ils voulaient un enfant qui n'avait pas connu ce drame pour aller justement vers la vie, quoi. Comment l'avez-vous su, vous, à l'époque? Est-ce que vous aviez conscience du décès de votre sœur? Est-ce qu'on vous en a parlé?
Et comment on vous en a parlé? En fait, il y avait des photos, des photos d'Aurore, mais moi je me souviens que très très jeune, je ressentais beaucoup par le corps. Donc j'avais des sensations voilà, physiques de mal-être, de tristesse. Et j'observais mes parents tristes aussi, ma mère triste dans une bulle. Donc j'avais l'impression qu'elle ne me voyait pas. Donc je sentais qu'il y avait un malaise, mais sans qu'il y ait de mots. C'est-à-dire qu'elle n'était pas tendre avec vous, elle n'était pas aimante, elle n'était pas câline? Non, je n'ai pas de souvenir de tout ça. Maintenant, moi, je la sentais en souffrance, donc ça me faisait culpabiliser. J'avais l'impression, en fait, que c'était presque moi qui... Enfin, que je venais pour lui redonner le sourire, quoi. Et que c'était mon rôle de la réparer quelque part. Et Vous le perceviez, ça? En fait, je l'ai Petite interprété comme ça, très petite. Et comme il n'y avait pas de mots, j'ai eu mes interprétations avec mon âge d'enfant. Et donc, moi, je me suis, quelque part, j'ai eu cette croyance, en tout cas, ben voilà, si je deviens invisible, si je ne me montre pas, maman aura moins mal. Et donc, en fait, je me suis interdit de vivre, en fait. C'est vraiment ça. C'était transparente. En fait, ce qui se passe, c'est que je me sentais dans le mental, mais pas dans le corps. Donc, j'avais l'impression d'être coupée, totalement coupée en deux. Et c'est ça, en fait, cette sensation de vide. Donc, je n'investissais pas mon corps. Parce que pour moi, investir mon corps, ça voulait dire prendre ma place. Et à cette époque-là, voilà, je ne m'en sentais pas autorisée, en fait. Est-ce que vous en parliez à votre mère? Est-ce que vous lui disiez certaines choses qui auraient pu l'alerter sur votre mal-être? Je prenais les photos d'Aurore, en fait, mais sans parler. Et donc, voilà, peut-être que mon signal d'enfant, c'était ben, regardez ce que je suis en train de faire, dites-moi, expliquez-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faisiez avec les photos? Je les regardais. Je les regardais et alors il y avait quelques affaires à elle aussi dans le grenier. Et toute seule, je montais et je regardais ses affaires, en fait. Mais je ne posais pas de questions parce que je pense que j'avais peut-être peur aussi de ce que j'allais découvrir. Je sentais mes parents, ma mère tellement triste que je ne me permettais pas en fait de lui poser des questions. Je ne sais pas, je me sentais pas en sécurité. Voilà. Donc c'est horrible de vivre oui. ça. On mesure votre souffrance. Ça a été une réelle souffrance et c'est pour ça que je suis là. Ben oui. J'ai fait du chemin, mais c'est une souffrance vraiment dans les tripes, quoi. C'est vraiment, voilà. Yvonne, je vous vois réagir et compatir à la souffrance d'Ingrid. Oui, c'est un exemple parfait d'enfant de remplacement et d'enfant pansement. Vous étiez l'objet de deuil de votre mère. C'était un deuil horrible parce que un accident. Et ce qu'on voit dans votre histoire, c'est que deux choses. Vous étiez comme à la place d'un mort. Il vous fallait être invisible, il vous fallait être silencieuse, il vous fallait en même temps réparer. Donc vous aviez une double fonction, celle de réparer et celle d'absorber la culpabilité de votre mère. Pour faire taire la culpabilité de votre mère, vous êtes mis en place d'avoir mal à votre corps, comme si vous aviez mal, comme votre sœur à son décès parce qu'elle a été écrasée. Dans vos mots, ça me donne un peu des frissons, dans vos mots, on entend la douleur du corps écrasé. Donc vous n'aviez comme possibilité d'exister par vous-même que par la pensée, mais sans dire un mot. Il y a autre chose, cette notion d'insécurité. Comme vous étiez à la place du mort, donc objet de deuil pour votre mère, donc de réparation, c'était pour vous, il y avait avec votre mère un sentiment et un lien insécure. Votre mère ne vous voyait pas parce que votre mère était trop en souffrance. Elle ne voyait que sa petite fille décédée et donc idéalisée. Comment trouvez-vous votre place à ce sujet? Donc il fallait être parfaite et vous n'aviez pas les moyens d'être parfaite, sinon d'être invisible et d'être dans une forme de position mortifère. Vous étiez morte à l'intérieur. Tout à fait. C'est très troublant et je veux dire, cette notion de mort provoque longtemps des troubles de l'identité. Je connais bien parce que je vais quand même vous avouer, des troubles, on a toujours peur de la mort. En plus, on a besoin de se sentir immortel. Pourquoi immortel? Parce qu'on n'a pas le droit de mourir, nous, dans la mesure où notre vie répare le deuil de notre mère. Donc l'immortalité, on la traduit comment? En s'occupant des autres, en étant très investi au niveau des autres et parfois en créant de l'art. La seule façon d'être vivant, souvent, c'est de créer. Mais c'est pas seulement être des enfants merveilleux comme Van Gogh, Beethoven et autres, mais créer sa propre vie, c'est-à-dire être créateur de sa vie. Et souvent, la psychanalyse, on dit que la psychanalyse, c'est quelque chose qui est réparateur. Oui, c'est comme une œuvre d'art parce qu'on va à la rencontre de sa propre vie. Et on est vivant grâce à cela, grâce aux mots.
Donc, il y a aussi autre chose, c'est comme vous connaissiez rien de votre sœur, vous l'aviez vous-même idéalisée au travers de votre mère, mais sans savoir qui elle était. Je pense que vous pleuriez sur une tombe d'une petite fille que vous ne connaissiez pas. Donc, comment se référer? Comment avoir une existence? C'était trop douloureux pour vous. Donc, vous étiez un peu dans la confusion identitaire. Vous semblez particulièrement connaître cette problématique. Oui, je connais par cœur parce que je suis un enfant de remplacement. Mon frère, qui est décédé à l'âge de 15 jours, est né le 5 août d'une année. Moi, je suis née le 5 août de l'année suivante. Donc, j'ai été bercée longtemps Le sur même ce jour, sujet. vous êtes née? Oui, même jour. Incroyable. Et je pleurais sur une tombe aussi d'un enfant que j'ai jamais connu. Et j'avais On vous en a parlé? Vos parents vous en ont parlé? Assez tardivement, mais je devais accompagner mes parents sur la tombe de cet enfant. Et je me souviens très bien, pleurant à chaudes larmes, mais je ne savais pas sur quoi je pleurais. Et je pense que les enfants de remplacement vont souvent sur les tombes, ce qui n'est pas évident. Faut leur, voilà. Ça vous et est donc, arrivé? je connais ça parfaitement. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau de la famille, il y avait une incompréhension en disant mais pourquoi tu as besoin d'aller sur la tombe? Pourquoi tu parles d'elle? Pourquoi? Et Alors qui, que tu qui l'as vous pas emmenait connue. sur la tombe? Vos parents? Moi, j'y suis allée toute seule en fait. Mais à quel âge? À l'âge adulte, donc à partir d'une vingtaine d'années, en fait, j'y suis allée très régulièrement. Et puis avec mes enfants, comme si j'avais ce besoin aussi de lui donner sa place à elle dans une structure familiale. Et moi, ça m'a permis aussi d'entamer ma reconstruction. Donc, en construisant le puzzle, moi, ça m'a permis de trouver ma place dans cette famille aussi et de pouvoir, à mon tour, être cohérente avec mes enfants aussi. Et voilà, qu'il n'y ait pas de tabou, quoi. Qu'est-ce qui se passait la nuit? La nuit, j'étais somnambule. Et en fait, il y avait, à côté de mon lit, je dormais dans un lit superposé. À côté de mon lit, il y avait une petite commode avec la photo d'Aurore. Et je me levais, je décrochais le cadre et je posais la photo pour qu'on ne voit plus l'image et je retournais dans mon lit. Yvonne? Oui, on est souvent somnambule. On va à la quête de réponses la nuit parce que notre inconscient travaille et souvent on ne trouve pas de réponse. Mais vous tentiez effectivement de vous identifier à cet enfant mort pour encore participer à la reconstruction de votre mère. Ce qui est assez troublant aussi, c'est que ma mère m'a expliqué quand j'ai commencé à parler, dans mon sommeil, j'ai dit je suis morte. Elle était née à la place d'un mort. Et c'est ce que je vous disais, donc c'est la nuit qu'effectivement tout réapparaît. Et cette notion de mort, pour les enfants de remplacement, ça vous hante toute une vie. Mais vraiment, cette peur de mourir en permanence, d'être surprotégé, parce qu'on n'a pas le droit de mourir, on n'a pas le droit de se laisser aller. Il y a ça, mais aussi vraiment l'identité, parce que quand ma mère m'expliquait ça, elle m'a dit... Voilà, j'ai cru en fait que Aurore était en fait une partie de toi et on s'est posé des questions. Et en fait, moi, je l'ai mal vécu parce que je me suis dit, mais encore une fois, je suis où moi? Moi, je suis où? Je suis qui? Et j'ai même fini par croire. Je me suis dit, est-ce que je suis Aurore? Est-ce que je me suis réincarnée? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et donc, je me suis posé vraiment des grosses questions existentielles et identitaires. Ça a été très très loin, quoi. Marion? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce que vous venez d'entendre? Moi, ma fille, quand je pleure, quand vraiment j'ai un gros coup de blues, ça vous arrive souvent? Elle pleure. Non, pas souvent. Parce que je me suis mis des barrières, je ne m'autorise pas à craquer souvent. Et ça m'est arrivé, on va dire, quand? Jour de mon anniversaire, il y a une semaine. Il y a eu un trop-plein qui a fait que je lui en ai pas parlé. J'aurais dû lui en parler avant. Et de rien, d'un bouquet de fleurs, c'est parti. J'ai explosé. Et quand je me suis mise à pleurer, ma fille s'est mise à pleurer et elle m'a serrée dans ses bras. Elle est venue tout de suite, elle m'a grimpé dessus, il fallait vite qu'elle me serre. Et le petit qui a 4 mois, il s'est mis à pleurer aussi. Et sur le coup, je ne pouvais pas m'arrêter. Mais après, je m'en suis voulu. Je lui ai dit, je me sentais coupable qu'il ressente ma souffrance parce que... J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit. Je m'empêche de craquer, je mets des barrières. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'au contraire, il faut craquer, mais il faut dire qu'on ne craque pas pour eux, qu'on est triste pour l'enfant qui est décédé, lui en parler, mais donner une réalité à votre souffrance. Oui, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, c'est pas ta faute. Je lui ai dit, Voilà. C'est pas la faute de Victoire, c'est parce que Lénie, il est dans le ciel, et maman, elle est triste. Voilà, je lui ai dit, c'est tout. Mais c'est vrai que je vois qu'elle a des réactions
tout de suite, elle s'est mise à pleurer. C'est-à-dire que peut-être qu'il vaut mieux craquer en leur expliquant pourquoi vous craquez, plutôt que de vous retenir et qu'ils perçoivent votre tristesse et qu'il absorbe. mal. Un stress, oui, parce que par exemple, quand je me retiens, pendant une semaine, je me suis retenue, je sentais que ça allait déborder. Mais eux, et ils ont du dû coup, le j'étais énervée, elle était énervée, lui, il était énervé. Ouais. Ça crée une bulle de nerfs et à un moment, ça pète, c'est obligé. Ben oui, parce que ces enfants-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des éponges à émotions, ils perçoivent tout. Déjà, un enfant est une éponge, et en plus, quand on doit remplacer quelqu'un d'autre, on est encore plus vigilant, il y a une hyper-vigilance par rapport à autrui. Et puis, quand elle disait qu'elle prenait les photos de sa sœur, ben nous, elle fait exactement la même chose. Elle prend les photos de son frère, elle le montre, parce qu'on a des photos, elle le montre, elle va chercher ses doudous, parce qu'il y a 2 petits doudous à lui, elle les prend, elle nous les montre, et sans parler, elle nous fait comprendre, comme si on devait lui expliquer. Elle nous montre, elle dit avec le doudou. Oui, on lui explique tout. Nous, on explique tout le temps. C'est bien. Dès qu'elle est née, on n'a jamais eu de... On n'a jamais mis de tabou, rien du tout. Alors, avant de vous écouter plus longuement sur votre histoire, nous avons choisi de raconter un pan, justement, de votre histoire en images. On regarde ça et puis on en parle ensemble juste après. En juin 2012, Marion tombe enceinte. Cette grossesse est désirée. Le couple est aux anges. Pendant 8 mois, Camille regarde le ventre de sa femme s'arrondir. Le 22 janvier 2013, soit 1 mois avant le terme, Marion et Camille deviennent les heureux parents du petit Lenny. Mais ils découvrent alors que leur enfant est atteint d'une maladie génétique rare qui entraîne des malformations aux mains, aux pieds et des problèmes respiratoires. Le couple fait bloc face à cette nouvelle, mais le corps médical ne donne pas beaucoup d'espoir aux jeunes parents. 3 semaines après la naissance de leur fils, Camille et Marion prennent la difficile décision de le laisser partir. Donc, une disparition dans des conditions très difficiles, très douloureuses. Rien n'avait été vu à l'échographie? Non, on a tout découvert le jour de l'accouchement. Et c'est vrai que, moi je parle en tant que maman, pour le premier enfant en plus, c'est comme un échec. Moi j'ai tout de suite dit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Difficile. J'ai tout de suite dit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi j'ai pas réussi à lui donner la vie? Pourquoi je lui ai donné une maladie? Et après du coup, pourquoi je lui ai donné la mort? Et vous avez su ce que c'était que cette maladie? Non, on ne sait toujours pas, ils cherchent toujours. Ils nous disent que peut-être un jour on aura un coup de téléphone. Vous avez pris la décision, évidemment, ensemble, rapidement, d'abréger ces souffrances? Oui, on vous a pas laissé le choix, peut-être? Si, on a tout de suite parlé. Dès le premier jour, on communiquait tous les deux comme pour débriefer un peu de ce qu'on nous disait à chaque fois, parce qu'on avait compris que c'était très grave. Et ils nous ont dit, à 2 semaines, que pour eux, un enfant qui ne mange pas tout seul, qui ne respire pas correctement, qui ne pourra sûrement jamais marcher. Nous, on s'est dit, oui, on pourrait assumer, mais on n'aurait qu'un enfant, ce serait quoi notre vie, ce serait quoi notre couple? Donc, je pense qu'il valait mieux pour lui. Et puis, pour des parents, voir son enfant souffrir, bébé en plus, sa vie, ça a été une souffrance. Sa vie, aussi courte soit-elle, c'était une souffrance. Ce qui nous a peut-être beaucoup aidé, je pense, à peut-être prendre la décision, mais aussi beaucoup discuter et pas s'empêcher justement de discuter l'un avec l'autre, ça a été le fait qu'on était beaucoup entourés par l'équipe médicale, qui était vraiment très présents avec nous et qui nous ont dit dès le début, vous êtes les parents, ce que vous vivez c'est dramatique, on vous cachera jamais la vérité, on vous ménagera parce que vous êtes les parents, mais on vous doit la vérité. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un aspect du passage qu'on a fait à l'hôpital qui était très important pour nous, le fait que ils nous disaient au cas par cas, voilà, là, les examens n'ont rien donné, on cherche, mais on n'arrive pas à trouver. Ils ont toujours été honnêtes avec nous. On a décidé tout de suite de prendre le problème à bras-le-corps. On s'est dit, OK, on est jeune, mais lui, c'est l'enfant. Nous, les parents. Donc, même si on est jeune, que c'est notre premier enfant, que c'est comme un cauchemar, ça nous dévaste. C'est pas grave, c'est notre responsabilité, il faut qu'on assume. Donc, on va assumer jusqu'au bout. Mais le problème, c'est après l'enterrement. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est ça notre problème. Vous aviez quel âge? 21 ans. Oh là 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 là. Moi, 23. Je pense que ça peut détruire quelqu'un. Même un couple, oui. Même un couple. Mais nous, ce qui nous a sauvés, c'est victoire après. Alors, comment vous avez pris la décision d'avoir un autre enfant? Sur le coup, rapidement. Sur le coup, on n'y pensait pas forcément. On est vraiment dans un tourbillon. On est parti un peu en voyage. Et quand on est revenu,
Juste après l'enterrement? Oui, en fait, 2 jours après l'enterrement, on est parti. 15 jours en Savoie et 15 jours à New York pour vraiment se couper. C'était volontaire de partir. Oui, de Une sorte de voyage, je sais pas comment Ben ça s'appelle. Peut-être de se retrancher sur notre couple aussi. Parce quand on a quitté Lenny dans sa chambre, mort, on nous a dit, bon, maintenant, il faut y aller. Et on s'est regardé, on a dit, mais on va aller où? C'est quoi notre vie maintenant? Enfin, on fait un enfant pour aller vers l'avenir, pour... voilà, puis maintenant, on a quoi? On se retrouve au point de départ. Et quand on est revenu de New York, c'est là où on a eu le grand trou noir, en se disant, on pouvait passer des jours et des jours dans notre lit, sans bouger, sans manger, sans... Parce qu'on a passé tout le temps à l'hôpital, on l'a passé avec lui quasiment 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'après, le fait de rentrer à la maison, justement, quand on est parti de chez nous, on s'était dit, on va rentrer, on sera 3. Et c'est vrai que le fait de revenir à 2 et d'avoir eu ce sentiment, justement, de l'abandonner à l'hôpital, c'est le sentiment qu'on a eu quand on est parti. Le fait d'entrer à la maison, de se retrouver que tous les 2, c'est ça qui était compliqué à gérer, de se retrouver là, de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À New York, on en avait discuté, on s'est dit, bon, on reprend pas de contraception et on verra, ça arrivera quand ça arrivera. On laisse faire la vie. Voilà, on laisse faire la vie et malheureusement, moi, je sentais que j'étais pas prête. Et quand j'ai senti que j'étais prête, c'est là où je suis tombée enceinte de Victoire. Je mettais un blocage physique et mental, Mais c'est-à-dire combien de temps après? Très mois. Vite? 6 mois après, ouais. On s'est jamais mis de pression pour avoir un enfant, c'était pas le but recherché Je pense absolument. que si j'avais été prête, je serais tombée enceinte plus vite. Parce qu'avant Lenny, j'ai fait une fausse couche et j'ai eu Lenny 15 jours après. Donc j'aurais pu tomber enceinte très très vite. Mais finalement, c'est bien comme ça, non? Oui. Hein, la vie fait bien les choses, comme on dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont trop mignons tous les deux, je trouve, dans leur manière de parler. Il y en a un qui termine les phrases. Un énorme cheminement, mais juste une petite réflexion. Ne dites pas que votre enfant vous a sauvé. Parce que là, déjà, il a une fonction. Mais c'est vrai. Voilà. Je dis ça sur le contrôle de... Et quel est le problème, Yvonne? En quoi ça serait problématique de dire ça? Parce que l'enfant aurait déjà une fonction. Or, il est né pour lui. Et il n'a pas une fonction de réparation. Il faut absolument que son identité, il est là pour lui. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se produire? Il est là parce qu'il a remplacé quelqu'un. Et il y a souvent, chez les enfants de remplacement, une culpabilité paradoxale. Il peut s'investir comme étant éventuellement le meurtrier de l'autre. Vous avez dit aussi une phrase, si on avait gardé notre enfant, il n'y aurait pas eu d'autres enfants. Donc ça veut dire que ceux qui sont nés, ils sont nés parce que l'autre est mort, vous voyez? Donc il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de culpabilité chez l'enfant dit de remplacement. Il se dit, je vois bien que je n'arrive pas à rendre mes parents heureux. Est-ce de ma faute? Est-ce que peut-être tout est de ma faute, dont la mort de celui que je viens remplacer? Il y a ce point-là. Et puis il y a aussi le côté du remplacement. C'est-à-dire, imaginons un téléphone de remplacement. Désolé d'employer cette image provoque, mais c'est vachement moins bien que mon premier et j'attends toujours celui d'avant. Et ce remplacement, quand je ne servirai plus de remplacement, est-ce que mes parents m'aimeront encore? Est-ce que je ne risque pas d'être abandonné un jour? Et il y a beaucoup d'angoisse d'abandon aussi chez l'enfant de remplacement. Beaucoup d'angoisse d'abandon. La peur d'être abandonné. Et comment vous l'expliquez? Justement pour ça? Par ce phénomène-là, c'est-à-dire que si effectivement, comme vient de dire Yvonne, il y a quelque chose qui est « je viens juste avoir la fonction de remplacement », comme le téléphone de remplacement, le jour où je ne servirai plus parce que le deuil de mes parents est fait, alors est-ce qu'ils m'aimeront encore? D'abandon et de troubles aussi au niveau de la vie affective. Bien souvent, les enfants de remplacement se mettent en situation de tomber amoureux ou amoureuses de personnalités qui sont des personnalités, entre guillemets, un peu mortifères. C'est-à-dire qu'elles tentent de réparer des personnes dépressives, des personnes qui sont vides. Donc, elles recherchent en l'autre la partie mort qui pouvait être en elles. C'est un peu complexe ce que je vous dis, mais je crois que c'est vraiment... Alors, par exemple, il ressemblerait à quoi l'autre? C'est quoi quelqu'un de mortifère? Quelqu'un qui a une propension à détruire, une propension à ne pas être vivant et qui vient là pour absorber l'énergie de l'autre. Donc il peut être vampirisant au niveau affectif. Ça peut être un pervers narcissique. Voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez. D'accord. Ça vous parle, Ingrid? C'est-à-dire? J'en ai fait l'expérience dans le courant de ma vie, oui. Tombée amoureuse d'un homme comme ça? Oui. Et presque à dire merci de m'aimer, merci. Parce que grâce à lui, vous vivez. Voilà. C'est très destructeur. Marion, vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre? Comme quoi, malgré... Pardon, mais Yvonne a quand même repéré 3 phrases dans ce que vous avez dit, alors que vous semblez avoir
vraiment réfléchi ensemble et parlé, fait en sorte que ce soit pas un sujet tabou, mais comme quoi c'est vraiment une... C'est difficile parce que même si on a conscience de ce qu'on fait, que ce qu'on fait, ça peut être mal, c'est quand même la vérité. Enfin, on l'aime tellement, notre fille, mais vraiment tellement... Enfin, je pense que nos enfants, on leur donne trop, justement. De par ce qu'on a vécu, on veut les combler, les combler, les combler. Et en même temps, nous, il nous manque toujours quelque chose. Malgré le fait qu'ils soient là, il nous manque toujours quelque chose. Alors, un autre conseil, évitez la surprotection. Parce que la surprotection, ça les empêche de vivre. C'est comme si inconsciemment, vous aviez peur de les perdre. C'est ça. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas inconsciemment. Moi, j'ai toujours peur de les perdre. C'est le cas pour tous les parents, mais effectivement, cette surprotection empêche ce qu'on appelle en psychologie la séparation-individuation. L'enfant a besoin de se séparer petit à petit de ses parents pour devenir lui-même un individu. Pour lui-même, et il va grandir parce qu'il est avec les copains, parce qu'il découvre les relations sociales, les jeux, les sentiments, l'amitié, l'amour. Et parce que vous aimez votre enfant, c'est parce que vous l'aimez que vous devez lui apprendre à se séparer et à s'individualiser. Quel souvenir vous gardez de votre grossesse, Marion? De Lénie, très bonne. Vraiment, grossesse parfaite. Je parlais de celle de la de grossesse Victoire. de Victoire. Oui. Très mauvaise. Parce que j'avais très peur. Pour moi, je pouvais que faire un enfant malade. Et donc, ça allait entraîner la mort. C'était vraiment une obsession. J'avais vraiment très, très peur. Comment vous arriviez à calmer vos angoisses? J'allais sur la tombe de mon fils. J'allais le voir. Calmer vos angoisses. J'allais le voir et ça m'apaisait. C'est tout. Après, j'essaie de vivre En fait, jusqu'à 7 mois de grossesse, je faisais comme si j'étais pas enceinte. Même on a fait le choix, enfin on le disait à personne. On attendait que les gens me voient dans la rue et ah bah tiens, t'es enceinte. Sinon, on les disait pas. De peur. De peur de reproduire la même chose. Ouais. Je pense que ce qui nous a justement pas aidé à ce niveau-là, c'est le fait que on n'ait pas su ce qu'avait Lénie et qu'on le sache toujours pas aujourd'hui. C'est vrai que retomber dans une deuxième grossesse, et ce que nous a dit le chef de service quand on est parti de l'hôpital, il a été très honnête avec nous, il a dit si je devais vous répondre en tant que médecin, je vous dirais de ne pas faire de grossesse tant que la médecine n'aura pas répondu à vos attentes parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais il dit le problème c'est qu'en tant qu'être humain, je peux que vous souhaiter d'avoir des enfants parce que vous êtes jeune et la vie avance. Il dit par contre vous savez que si vous faites un enfant, ça va être la roulette russe parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Et on ne peut pas vous apporter de réponse. Donc faites-le en votre âme et conscience, ayez conscience de ça. Vous savez que vous avez vécu une grossesse très stressante et bah, ça a été le cas. On nous avait dit si c'est une maladie génétique, il y a souvent un risque sur 4. Donc pour nous, c'était vraiment beaucoup de risques. Enfin, c'était vraiment beaucoup. Et malgré le fait que je sois suivie vraiment très sérieusement, moi j'avais peur. Je ne croyais pas parce que je me suis dit la première fois, on n'a rien vu. Donc jusqu'à ce que je vois mon bébé, je pensais qu'il allait être malade. Et alors, comment ça s'est passé le jour de l'accouchement? J'ai été déclenchée de par la maladie de leur frère. Ils ne veulent plus être dans la panique comme le jour de l'accouchement. Et quand je suis arrivée le matin de l'accouchement, on a fait le choix de retourner dans la même salle d'accouchement. Donc on avait le même gynécologue, la même salle d'accouchement. Pourquoi? Parce que c'était comme si, conjurer le sort, enfin, repartir du bon pied dans cet endroit-là. Et quand tu rentrais dans la salle, je me suis effondrée. Je me suis dit, je vais pas être capable de revivre ça, c'est pas possible. Moi, je lui disais, si ça se reproduit, je vais pas être capable, c'est pas possible. Une fois, j'ai été forte, mais 2 fois, ça va pas être possible. Et en fait, quand j'ai poussé, j'ai sorti la tête de Victoire et elle s'est mise à pleurer, alors que son corps était encore dans mon corps. Et du coup, toute l'équipe médicale s'est mise à pleurer parce qu'ils ont dit, on n'a jamais vu ça. Il y avait juste la tête sortie et elle pleurait. Et là, moi, je me souviens plus de rien tellement que j'ai pleuré après. C'est là que vous avez décidé de l'appeler Victoire? On s'est dit, c'est notre victoire. C'était ça, c'était un peu une victoire sur la vie. Ouais. La victoire sur la vie. Parce que pour nous, si on n'avait pas fait cet enfant aussi rapidement, on serait resté dans le trou noir. Vraiment, avant de l'avoir, on était dans le trou noir, on ne savait pas comment s'en sortir. Camille, vous étiez là le jour de l'accouchement? Oui, c'est moi qui l'ai aidé à sortir Victoire et c'est moi qui ai accouché à Avry aussi derrière. J'ai demandé au gynécologue si je pouvais lui donner un coup de main et il m'a dit ça me fait plaisir que vous me le demandiez, je ne demanderai pas à tout le monde, mais pour vous, je veux bien accepter. Donc du coup, le fait de la voir comme ça sortir et de se mettre à pleurer, c'était une immense émotion. Et c'est vrai que tout le stress a disparu d'un coup parce que on s'est dit c'est bon, tout se passe bien. Si elle respire et qu'elle pleure, c'est que tout va bien. Donc c'est vrai que ça a beaucoup apaisé les choses. Et il voulait que la première personne qu'elle voit sur Terre, ce soit son père. Puisque c'est moi qui l'ai porté, il a dit au moins la première personne qu'elle va
qu'elle va toucher et voir sur Terre, ce sera moi. Ils sont trop mignons. Ouais, parce que C'est très mignon, mais c'est comme si aussi, je trouve ça troublant, et pardon si je fais une interprétation abusive, mais votre fille est née en pleurant, parce qu'elle a été attendue en pleurant. Mais nous, on l'a ressenti comme ça, hein, on s'est dit... Comme et si en elle plus, sortait tout ce qu'elle avait. vous alliez sur la tombe, c'est comme si vous demandiez à votre enfant décédé, comme si vous le trahissiez, vous lui demandiez l'autorisation d'avoir un cinquième Moi, enfant. je me sentais coupable. Je lui parlais même à Lénie en lui disant, je suis désolée, c'est pas pour te remplacer. Je lui disais, toi, tu es toi, mais on a besoin de continuer à vivre. Juste une réaction d'Yvonne ou de Frédéric sur ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire on était dans un trou noir et la seule manière de nous en sortir, c'était de tomber enceinte, de faire un bébé. Le trou noir, c'est le deuil interminable. Donc je vais aussi passer la parole à... Oui, vous n'avez pas eu d'aide médico-psychologique, de psychothérapie pendant la grossesse? Avant Parce que moi, j'invite beaucoup les mamans dans ces cas-là à pouvoir avoir un lieu pour parler, pour pouvoir souffrir le deuil. C'est une expression française qui dit vraiment dans tout son sens ce que c'est que cette souffrance du deuil. Et c'est très important d'avoir un lieu où on va pouvoir parler, et ventiler les affects, pleurer les émotions. On a eu et c'est un point très important pour les deux parents. Hein, c'est vrai pour la famille. Et ça peut aider à faire en sorte effectivement que le deuil ne dure pas trop longtemps et ne C'est vrai que j'ai l'impression que dans notre société, moi j'ai encore l'impression que maintenant c'est passé. Donc je sais pas où je peux pleurer, où je peux crier, où je peux dire que j'ai mal. Mon mari, quand il va rentrer, je vois qu'il a le sourire, je vais pas lui saper le moral. Parfois c'est vrai qu'il y a que sur la tombe de mon fils où je suis tranquille et où si j'ai envie de pleurer et de dire tout ce que je pense. Et c'est important de pouvoir le faire. Moi, j'aime bien cette expression « souffrir le deuil ». Je ne l'avais jamais entendue. Et on devrait remplacer définitivement faire le deuil par souffrir le deuil. Hein voilà, on devrait écrire à l'Académie française pour ça, non? Et que ce soit validé. Et je crois qu'effectivement, il faut s'autoriser que le deuil, c'est une souffrance, mais intolérable, mais il faut l'affronter pour faire place à quelqu'un de vivant. Je pense que parfois, on fait trop l'effort. Justement, tout le monde nous a dit « Oh, vous avez été fort ». Donc du coup, nous, on continue à être comme ça. Trop l'effort de masquer sa souffrance, de masquer sa tristesse. Oui, de masquer la tristesse. Parce que tout le monde, tout notre entourage, je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne m'en serais pas sortie à votre place. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs, l'entourage? Est-ce qu'ils n'ont pas jugé trop rapide la survenue de cette nouvelle grossesse? Si, y en a beaucoup, la question s'est posée, oui. Qui nous ont dit que c'était trop tôt, qu'on allait... L'entourage juge en permanence, toujours. Je pense que ce qu'ils avaient peur aussi, c'est qu'on fasse un transfert sur Victoire en disant, voilà, ça y est, c'est notre nouveau premier enfant. Alors pour nous, c'était clair dès le début, on s'est dit, c'est notre deuxième enfant, elle remplacera jamais Lénie. Ouais. C'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils font maintenant, ils disent, Victoire, c'est la première. Comme pour nous préserver de quelque chose, mais nous, non. Justement, c'est pas la première. Si les gens lui disent, t'es la première, non, il y a quelque chose qui coïncide pas. C'est comme si le premier enfant n'avait jamais existé. Or, il a sa place. Oui. Pour nous, on a eu 3 ans. Elle a quand même beaucoup de pression, la petite Victoire, sur ses épaules. Oui. Bien sûr, c'est beaucoup de pression. C'est pour ça que ce que vous avez fait, c'est très bien d'avoir pu mettre des mots dessus. Faire un coming out du décès de Lénie avant. Et ça, c'est un point très important. Mais faire attention aussi de trouver le bon équilibre et le juste milieu. Parce que parfois, ensuite, on s'emballe et parfois, on en fait trop. C'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par par exemple, proposer à chaque fois, et ça devient presque imposé, on va aller sur la tombe de Lénie, on a des photos partout. Moi, je conseille, par exemple, dans ce côté-là, de ne pas avoir de photos partout, comme Ingrid l'évoquait, par exemple la photo d'Aurore dans votre chambre, mais d'avoir un lieu de recueil dans la maison. Ça peut être comme chez Ingrid, c'était le grenier. Ça pourrait être une armoire, une commode. On a la possibilité d'y aller si besoin, mais ce n'est pas obnubilant dans toute la maison. C'est très difficile de faire un deuil, quel qu'il soit, quand on arrive dans une maison et qu'on a encore les souvenirs partout de la personne décédée. Mais en revanche, on a un endroit pour. C'est une étape obligée aussi. C'est une étape qui peut effectivement ensuite continuer par un lieu dans lequel on a la liberté d'aller quand on le souhaite. Et oui, si on passe par des étapes. Moi, depuis qu'il est décédé, on est passé par des étapes. Ah bah il y en a 4, n'est-ce pas Yvonne? Oui. Autant au début, on passait peut-être beaucoup de temps à aller sur la tombe, à fleurir, parce que ça nous tenait beaucoup à cœur. C'est vrai qu'on y va beaucoup moins, on y va un peu par intermittence, même si c'est encore régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait de ce côté-là. Donc on se force pas. Le temps aide aussi à faire les choses.
Alors justement, Ingrid, dans votre cas, c'est justement ces non-dits qui vous ont longtemps éloigné de votre mère. C'était une douleur insupportable pour vous, au point que vous avez carrément décidé de couper les ponts parce que c'était la mort ou la vie, carrément. À quel âge? Début de l'âge adulte, j'en ai pris conscience. Donc je n'ai plus vu ma maman de l'âge de 11 ans à mes 21 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans? Voilà, il y a eu un choix familial qui a dû se faire et j'ai préféré aller vivre avec mon père. Et puis à l'âge de 21 ans, j'ai eu un grave accident de voiture et j'ai eu le besoin, après cet accident de voiture, de reprendre contact avec elle. Et donc, de manière volontaire, j'ai été un jour sonnée à sa porte. Voilà, donc... Comment a-t-elle réagi? Elle m'a ouvert les bras. Et puis, en même temps, moi, je pense que j'étais encore trop jeune dans mon cheminement. Donc, j'ai rapidement recoupé les ponts parce que sa souffrance était encore fort présente aussi. Vous ne la trouviez pas assez aimante? Encore trop dans une bulle, en fait, encore trop dans sa souffrance. Et donc, il n'y avait toujours pas de place pour moi. Je ne sentais toujours pas la place. Et donc, à l'âge de 35 ans, j'ai repris contact avec elle, après avoir cheminé, après avoir eu mes enfants, après avoir compris certaines choses. Et donc là, on a pu rentrer dans des discussions plus concrètes. Donc là, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé comment s'était passé l'accident, je lui ai demandé ce qu'elle avait ressenti. J'ai eu besoin de savoir aussi d'une manière plus globale au niveau de la famille. Je suis venue poser plein de questions en fait, pour pouvoir me construire. J'ai l'impression d'être un petit peu passée à côté de ma mère jusqu'à maintenant. Et donc là, on est en train de construire, mais je ne me sens pas dans un lien mère-fille. C'est vraiment compliqué. Donc j'ai l'impression que c'est deux humains qui se rencontrent. Voilà. Mais pourquoi vous lui en voulez? Je lui en veux pas parce que j'ai toujours été très touchée par sa souffrance, peut-être trop en fait. Et donc, à un moment donné, voilà, soit je m'efface totalement parce que je perçois trop sa souffrance. Donc j'ai eu besoin de prendre cette distance pour apprendre à trouver ma propre sécurité, à pouvoir avancer moi-même dans la vie, à pouvoir faire mes propres choix. Et seulement à ce moment-là, pouvoir me mettre en contact avec elle en fait. Parce que sinon, c'est une relation qui n'est pas en équilibre. Je crois que c'est votre maman qui est passée à côté de vous parce qu'elle avait créé très tôt une forme de lien très insécure avec vous. Elle ne vous voyait pas parce qu'elle était entièrement dans son deuil. Et on entend dans votre discours toujours ce terme de sécurité, sécurité. Et bien souvent, les mamans qui ont un enfant de remplacement, après un certain parcours, quand le deuil est un petit peu plus élaboré, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles mettent en place une forme de système d'adoption de leur enfant. Elles ne l'ont pas vu dans un premier temps. Est-ce que vous êtes arrivée, Yvonne? Oui. Et vous l'avez ressenti à quel âge, ça? Très tôt, parce que comme c'était un garçon, j'ai voulu absolument être un garçon manqué. Donc, je voulais... Il s'appelait comment, votre frère? Roger. Comment? Roger. Donc je faisais du sport, comme je voulais rentrer dans l'armée, je voulais absolument, parce qu'on me disait toujours qu'il était beau, donc moi je ne pouvais pas être belle en tant que fille, parce que j'étais une fille. Or c'était les garçons qui étaient beaux. Donc j'ai choisi des partenaires qui étaient magnifiques, automatiquement. Donc je crois que finalement, inconsciemment, c'est fou ce que, quand on est un enfant de remplacement, comme l'inconscient nous parle, et comme finalement on arrive à la subtilité de ce que peut produire l'inconscient dans nos vies. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Yvonne, Frédéric, vous vouliez... Oui, je voulais rajouter que dans toutes vos histoires, dans ce que vient de dire Ingrid, il y a du traumatisme. Il y a du grave traumatisme qui bloque tout. Et je voulais dire aussi, en tant que thérapeute, qu'il y a de nouvelles thérapies brèves. Et je pense en particulier à une thérapie qui s'appelle EMDR, que je vous invite à regarder, à voir sur Internet, par exemple, et qui sont des thérapies très brèves. En quelques séances, on peut soigner un traumatisme. Un traumatisme, c'est comme une blessure qui saigne. Et des thérapies qui vont soigner le traumatisme vont faire cicatriser. On n'oublie pas, mais on arrête de souffrir, c'est devenu une cicatrice. Et ça, c'est des points importants que je vous invite vraiment à voir. Je me permets vraiment d'insister sur ces psychothérapies en général pour pouvoir parler et guérir de certains traumatismes. Yvonne, vous nous disiez tout à l'heure que de nombreux artistes célèbres, écrivains, peintres ou encore musiciens ont été des enfants pansements. Van Gogh, Dali, Beethoven et bien d'autres, Camille Claudel. Van Gogh, par exemple, devait tous les jours pratiquement passer devant la tombe de son frère, qui était né juste un an
avant lui et qui s'appelait comme lui Vincent van Gogh. Donc il avait en face de lui la tombe parce que son père était pasteur et dans le cimetière du presbytère il y avait la tombe de son frère. Et ensuite il disait une phrase qui révèle combien il vivait à la place d'un mort. Quand il a eu une relation magnifique avec son frère Théo, qui est venu bien après, une relation fusionnelle, il disait que c'est beau de voir un frère qui marche et qui est vivant. Donc, vous voyez la problématique de l'enfant mort. Beethoven, pareil, lui, il avait son frère Ludwig qui est mort avant lui. Donc, pour lui, rien de tel qu'une œuvre pour devenir vivant. Et l'hymne à la joie de Beethoven, où il dit finalement, alors Menschen der, je dis ça en allemand parce que je connais bien, mais toute cette fratrie, vous voyez, tout ce rassemblement de la fratrie, c'est comme s'il voulait que tous ses frères et ses sœurs, parce qu'ils étaient 7, soient vivants. Et alors Salvatore Dali disait volontiers, il a eu aussi quelqu'un de mort avant lui, il disait que tout son humour, toute sa manière d'être original, c'était sa manière à lui d'être vivant. Son art, c'était une manière d'être en vie. On a une forte besoin d'identité. On voit la forte identité de Dali. Et puis on a tellement besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu, plus ou moins consciemment. Et donc ces artistes vont avoir force création pour être sûrs qu'on les aime, qu'il y a un public, qu'il y a des admirateurs. Et aussi de rester immortel, de laisser une trace d'immortalité. Amandine, vous avez perdu un bébé à 3 mois de grossesse. Combien de temps après êtes-vous retombée enceinte? Seulement 6 semaines. Et c'était, là encore, vital, vous nous disiez tout à l'heure? C'était plus un besoin vital qu'une envie. C'était rattraper la vie. Voilà, gagner la vie. Alors, contrairement à nos autres invités, Yvonne, dans le cas d'Amandine, c'était une fausse couche. Il y a plein de gens qui ne pourraient pas imaginer qu'une fausse couche puisse être aussi douloureuse, finalement. Je tiens à préciser quand même que j'ai dû subir une intervention chirurgicale. C'était pas juste une fausse couche spontanée, c'était... une interruption. On a dû... alors, l'intervention s'appelle curetage utérin. À aucun moment, l'équipe médicale ne m'a prononcé ce terme pour ne pas plus traumatiser les choses. Donc, j'ai été délivrée de ce corps finalement sans vie. Voilà. Mais vous avez été délivrée, mais le corps était déjà sans vie. On n'a pas oui, c'est ça, oui. On n'a pas interrompu votre grossesse. Non, la grossesse était interrompue d'elle-même, ce qu'on appelle une grossesse arrêtée. Voilà, à un moment, l'embryon, le fœtus s'arrête de vivre. Donc je crois que dans ce cas, c'est une grossesse pansement plus qu'un enfant pansement. C'est-à-dire que vous avez superposé 2 grossesses. La deuxième grossesse venait en sorte continuer la première qui a été justement interrompue. Enfin, je pense que... Oui, mais tout à fait. Mais le traumatisme, je valide également que le traumatisme peut être effectivement tout à fait là, tout à fait présent, et on le sent dans votre discours. Donc vous avez vécu une grossesse pleine d'angoisse, j'imagine? Très difficile, oui. Comment ça s'est passé quand votre bébé est arrivé? Johan est né quasiment à terme. Un accouchement très difficile qui a duré 27 heures. Avec une péridurale inefficace. Comme si vous ne vouliez pas le laisser sortir. Non, il ne sortait pas. Et il est arrivé sur moi, j'avais décidé au préalable de ne pas allaiter, par exemple. Il est sorti sur moi et j'y ai pas encore cru non plus. Je l'ai eu dans mes bras et dans un réflexe presque animal, je l'aurais presque léché pour le nettoyer. Je l'ai voulu l'allaiter tout de suite, ça a été viscéral. Et ça a été un réflexe plus animal, plus de mammifère finalement, qu'un réflexe maternel. J'ai pas pu pleurer. La seule chose que je lui ai demandé, c'est crie, pleure, fais quelque chose. Mais pourquoi vous vouliez pleurer? Enfin, j'avais pas l'émotion finalement de la naissance. Je l'avais dans les bras, je savais qu'il était à moi. On pleure pas forcément. Voilà, j'ai pas eu ce sentiment. Tout de suite, ça a été, s'il te plaît, montre-moi que tu vis. Ouais. Pleure. Crie, fais quelque chose. Et d'ailleurs, les sages-femmes me disaient, prenez le temps, il va crier. Mais ça me paraît des réflexes normaux, non? C'est des réflexes normaux, mais que vous lui disiez crie, pleure, c'est comme si vous lui demandiez de crier, de pleurer à votre place. Parce que vous n'arriviez pas à pleurer. J'y arrivais pas. Non. C'est pour savoir qu'il était vivant. Pardon? Pourquoi il aurait fallu qu'elle pleure, Yvonne? Je comprends pas, on n'a pas forcément envie de pleurer. Elle dit qu'elle n'arrive pas à pleurer, comme si elle était sans émotion. Voilà.
Elle ne s'autorisait pas à être dans l'émotion parce qu'elle avait peur de le perdre. On sent chez vous une angoisse panique de reperdre à nouveau cet enfant. Perdre, voilà, c'était lâcher prise. La notion en fait. de... Même vous n'arriviez pas non plus à lâcher lors de l'accouchement. Donc toujours cette retenue, cette rétention en tout de peur de la perte et de la mort. C'est un réflexe de protection que vous avez eu en vous disant, là aussi plus ou moins consciemment, je ne supporterai pas qu'il se passe quelque chose et donc j'ai bloqué tout. Hein, ce sont des réflexes très très profonds dans le cerveau. Ah oui. Est-ce que cet enfant, vous vous êtes autorisé à l'aimer tout de suite? Comment se sont passés les premiers jours, les premiers mois? Évidemment, c'était mon fils et je l'aimais, je l'avais dans les bras. Mais quelques semaines après sa naissance, 3 semaines à peu près, on était rentrés à la maison. Papa avait fini son congé paternité, j'étais donc seule à m'en occuper. Et un soir, il a pleuré, tout bêtement. Je m'en souviens vraiment beaucoup. Et je l'ai pris dans mes bras et là, j'ai explosé en larmes. Là, j'ai pleuré pendant 1 heure, 1 heure et demie, à lui dire « excuse-moi, pardon ». Et là, je lui ai dit, voilà, tu es mon bébé. Et tout de suite, pardon, parce que jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez éprouvé aucune émotion vis-à-vis de lui? J'arrivais pas à y croire. Voilà, il était ici, mais presque j'attendais encore de me dire, il va encore se passer un drame. On n'y croit pas. Il y a toujours cette notion de mort qui reste, en fait, de se dire, est-ce qu'on va s'autoriser finalement à vivre? C'est ça. Donc, c'est ce que vous disiez, vous n'arriviez pas à vous laisser aller à vos émotions. Quel type de relation vous avez avec lui aujourd'hui? Alors, depuis ce temps-là, on a une relation très, très fusionnelle. Hein. Dès que j'ai lâché prise sur ses émotions, personne ne pouvait toucher Johan. Hein. Si j'allais aux toilettes, il était dans mon écharpe de portage. Il dormait avec nous. Ça a été du cododo pendant très longtemps. D'ailleurs, encore bien souvent aujourd'hui. Du quoi? Du cododo. Du cododo. Voilà. Bébé dort avec maman et papa. Ça a été, voilà, je n'autorisais personne quasiment à le toucher. C'était mon enfant et dans la peur de le perdre, hein, finalement, on rattrape... Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 4 ans et demi. Il connaît quoi, lui, de son histoire? Alors, il sait qu'avant lui, il y a eu ce bébé du ciel. Il y a 1 an et demi, on a participé à un lâcher de ballon en Savoie. C'était pour les 3 ans, pile pour les 3 ans de mon intervention chirurgicale. On a lâché des ballons et Johan était présent. Et il a demandé, voilà, pourquoi on lâche des ballons? Et je lui ai dit, maman, elle avait un bébé dans le ventre avant toi. Ce bébé est parti au ciel et aujourd'hui, on lui envoie un ballon pour lui dire qu'on l'aime. Il le sait. Il n'en parle pas forcément, mais il le sait. Le fait d'avoir pris des routes différentes avec le père de Johan, ça a dû renforcer la relation fusionnelle que vous avez avec lui? Ça a tout exacerbé. Encore plus. On a mis en place une garde alternée qui a été encore un traumatisme supplémentaire. De se dire, déjà, j'étais à peine maman et maintenant, je ne suis plus qu'une maman 1 semaine sur 2. Et toute cette fusion a été exacerbée, elle a été exagérée. Et encore aujourd'hui, on a une relation... j'ai du mal à le laisser à l'école, il dort bien souvent avec moi, c'est difficile. Alors, c'est quel genre de petit garçon, lui? C'est un petit garçon très attachant, très sage. Il est très sage, il prend beaucoup de place, il est un petit peu à l'affût de vos moindres émotions ou non-émotions. Donc, vous voyez, faites attention, n'est-ce pas? Une autre notion très importante en psychologie, c'est l'Oedipe. Vous vous souvenez, c'est le moment où un enfant est amoureux de sa maman, a même envie de relations intimes avec sa maman. Or, il arrive en plein Oedipe. Comment va-t-il faire son Oedipe en dormant dans le lit de maman? Entre maman et son conjoint. Donc vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est évident, c'est que vous aimez de manière absolue votre fils. C'est parce que vous l'aimez qu'il faut que vous puissiez penser à ça et vous dire pour lui, parce que je l'aime, on va travailler à cette séparation, individuation dont je parlais tout à l'heure, à l'aider à s'épanouir en n'étant pas tout le temps avec la maman. Et en plus, il ne faut pas qu'il prenne un rôle de soignant de la maman en s'inquiétant pour la maman, parce que sinon ce serait une inversion des rôles. Oui, il s'inquiète. Par exemple, là, il sait que, voilà, qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Pour descendre l'escalier, il me dit non, non, maman, c'est moi qui descends en premier parce qu'il ne faut pas que tu tombes. Il me surprotège. Et oui. C'est à vous de le protéger. Qu'est-ce que vous faites en ce sens, puisque vous avez l'air lucide et consciente de cette surfusion?
Je sais pas si elle se dit, mais j'ai inventé surfusion. Je fais des efforts. Pas toutes les nuits, il dort dans mon lit. Des fois, j'ai dit non, toi, tu dors dans ta chambre. Mais vous en êtes malade quand vous dites ça. Ben oui. C'est vous qui Parce en êtes que malade. quand il dort dans sa chambre, je me lève 4 à 5 fois dans la nuit pour aller vérifier s'il respire. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos spécialistes, justement, pour arriver à trouver la bonne distance que vous devriez garder qui devra en plus être nécessaire, puisqu'il y a un deuxième enfant qui arrive. Là, on va fonctionner en trio, puisque je vis cette grossesse seule en plus. Est-ce que je vis cette grossesse seule. Hein. Et oui, seule, et donc il va prendre la place du papa absent, c'est-à-dire... Il n'y a pas d'homme à la maison, voilà. Il va prendre la place de l'homme, comme disait... Mais ce bébé, vous l'avez fait avec le Frédéric, papa de Johan? Non, c'est un autre papa. Ouais. Avec un autre papa? Et ça va être compliqué pour lui parce qu'il n'a que 4 ans. Donc je crois que c'est important qu'il ait sa chambre, voilà, que vous soyez un peu moins, je dirais presque surprotectrice parce que, pardon de vous le dire, mais c'est pas, je crois, que un amour trop fusionnel, c'est un amour qui est un peu toxique, si vous voulez, parce que on se doit de porter les enfants dans justement cette individualisation, cette autonomie. Par amour, on doit le laisser prendre un peu son envol et sa place. Il n'a pas l'âge d'être votre conjoint. Donnez-lui une date aussi. Par exemple, vous pourriez dire avant les vacances de Noël, parce qu'il faut que ce soit indépendant de votre grossesse actuelle. Avant les vacances de Noël, tu dormiras parce que tu es grand, parce qu'on est fier de toi, tu vas dormir dans ta chambre, et puis vous devez vous imposer pour vous-même de ne plus vous lever la nuit pour aller voir s'il respire. Ne vous inquiétez pas, il respire, et voilà. Et ça fait partie de la thérapie. Ça, c'est une autre thérapie, ça s'appelle exposition avec prévention de la réponse. Et donc, il faut aussi que vous puissiez, vous aussi, faire un travail sur vous-même et peut-être être aidé par un psychothérapeute. Je suis suivie pendant ma grossesse, je suis aidée. Juste, Amandine, je ne crois pas qu'on ait dit que vous êtes à nouveau tombée enceinte après avoir fait une fausse couche. Oui, c'est ma 4e grossesse. Est-ce que, c'est une question qu'on peut poser aux spécialistes, est-ce qu'il faut donc dire à l'enfant qui arrive, lui raconter son histoire précisément en disant qu'il voit le jour après une fausse couche ou pas? Pas, je dirais pas tout petit, sauf si vous êtes habité par cette notion, je dirais presque de mort, et si vous êtes habité par ce traumatisme, peut-être. Mais sinon, je ne vois pas l'utilité de le dire trop petit. Après coup, oui. Mais alors, il faut le dire quand et comment? Ça va être bien sûr au cas par cas. Et lorsque la fausse couche a été traumatique et que clairement on en vit encore des traumatismes, des cauchemars, des reviviscences, beaucoup de signes qu'on appelle du stress post-traumatique, alors il peut être important de dire à l'enfant, même bébé, à la Françoise Dolto, que effectivement, tu sais, j'ai subi beaucoup de choses douloureuses, difficiles. Tu n'as rien à voir dans tout ça. Je t'aime pour celui que tu es, pour l'enfant entier avec toute ton identité. Mais sache que dans mon histoire, ça n'a pas été toujours facile. Alors ça peut paraître bizarre de parler de ça à un bébé, mais l'enfant comprend le contact d'âme, le contact d'amour. Donc moi j'invite souvent les mamans à parler à leur bébé. C'est ce que vous avez fait à 3 semaines. Vous savez, quand vous avez fait ce qu'on appelle cette catharsis, ces pleurs, et là vous avez pleuré pendant 1h30. Vous avez parlé à ce moment-là à votre enfant, vous lui avez dit. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et vous avez très bien fait de le faire. C'est vrai que dans votre discours, on sent toujours cette oscillation dans vos grossesses entre la vie et la mort. Donner la vie et en même temps donner la mort. Je crois que ça, vous devrez travailler là-dessus, parce que c'est un traumatisme réel. Bon, Amandine, on reste en contact. Merci à tous. Pour la sincérité de vos témoignages. Merci à nos 2 experts d'être venus nous voir sur notre plateau et merci à vous tous pour votre fidélité. Nous vous donnons aussi rendez-vous dans Version Fémina pour votre rubrique du week-end et aussi bien sûr dans quelques minutes sur le plateau de l'Histoire continue. Aujourd'hui, nous accueillerons Christophe Malavoie. À tout de suite. Merci. Merci. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Juste après l'émission, vous avez rendez-vous pour un chat en direct avec Yvonne Poncet-Bonissol. Le deuil, c'est une souffrance, mais intolérable, mais il faut l'affronter pour faire place à quelqu'un de vivant. Faut-il faire un autre bébé quand on vient de perdre son enfant? Comment se reconstruire quand on est un enfant pansement? Notre psychologue répondra à toutes vos questions sur le sujet. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bientôt, dans Toute une histoire, vous allez faire la connaissance de Sébastien. Il a 36 ans et depuis sa naissance, il souffre d'une maladie qui le rend progressivement aveugle.
Il suffit qu'on me déplace le sucrier, les capsules de café, il faut que je tâtonne pour les retrouver. Nous étions à ses côtés il y a quelques mois pour l'un des plus importants moments de sa vie. Prendre le bâton, c'est faire face à la cécité prochaine, donc émotionnellement, c'est pas facile. Cette émission, nous la passerons entièrement avec lui et ses proches. Son visage disparaît jour après jour.